pourquoi je vois des choses que les autres ne voient pas. Finalement, si vous voulez, la théorie des champs explique que toute chose dans l'univers génère une forme d'énergie ou génère une radiation. C'est-à-dire que j'ai voulu vraiment comprendre qui sommes-nous. C'est quoi la maladie? Est-ce que la guérison existe? C'est quoi la guérison? Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Patrick Drouot qui est physicien, mais qui n'est pas un physicien comme les autres parce qu'il s'est intéressé à des approches qui sont souvent laissées de côté par la science, comme les approches traditionnelles, la prière, le magnétisme, toutes ces choses-là. On va en reparler avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Florent. Alors vous parlez de tout ça dans votre dernier livre, notamment La révolution de la médecine vibratoire. Et ces approches qui peuvent sembler un peu contradictoires avec la science, on va voir qu'elles ne le sont pas forcément. Mais peut-être qu'avant d'entrer dans les détails, vous pouvez vous présenter un peu, parce que vous avez eu 1000 vies En une. en une, depuis vos études, votre thèse en physique quantique, et puis aussi vos nombreuses rencontres, notamment avec les Amérindiens. Voilà, je vous laisse peut-être commencer par vos études et votre approche plutôt physique. Alors bon, je vais essayer d'être bref. Je suis alsacien d'origine. Je suis né à côté de Strasbourg. Je suis né tout de suite après la guerre. J'ai fait mes études à Nancy. J'ai une licence de sciences de la faculté de sciences de Nancy. Et puis ensuite, je suis parti aux États-Unis, donc dans cette très belle université qui est Columbia. Columbia fait partie d'une ligue des 10 grandes universités américaines. Et c'est vrai que dans les années 70, partir de la France des années 70, où il y avait déjà un éveil culturel, si on se rappelle, mai 68, etc., la libération de la femme, mais c'était l'Amérique de la fin du Vietnam, l'Amérique de la ségrégation raciale, enfin de la fin de la ségrégation raciale, le réveil culturel amérindien, un chamanisme, on n'en parlait absolument pas. Mais à la fin des années 60, début des années 70, j'avais lu un livre qui s'appelle Bury My Heart, Enterre mon cœur, qui a été écrit par un historien, un essayiste américain qui s'appelle Dee Brown. Et ça a été peut-être le premier livre de réhabilitation de l'Amérique indienne. C'est-à-dire ce livre a raconté ce que tous ces peuples ont vécu dès 1500 en fait, et où ils en sont aujourd'hui, avec bien sûr la tragédie du 18 et 19e siècle, quand vraiment les guerres indiennes se sont déployées de plus en plus. Et je ne sais pas pourquoi ce livre m'a vraiment interpellé. On avait des copines qui étaient en fac de lettres, et donc on a disserté sur ce livre. Je suis à Columbia, 1973, et je demande, je disais aux copains, Hey, do you know our Indians? Donc les gens me disaient, Indians, no more. Il n'y en a plus. Des Indiens, il n'y en a plus. Ah ouais. Et en 1975, des copains me disent, écoute, on a entendu parler d'une cérémonie en Caroline du Nord. Alors je dis, is that far away? C'est loin? Non, c'est à 500-600 miles. Écoute, c'est entre 800 et 1000 kilomètres. Bon, c'est l'Amérique. Et donc, en fait, on est arrivé dans une cérémonie qui a lieu tous les 4 ans, qui s'appelle The Trail of Tears, le chemin de larmes. Et si vous voulez, on pourrait presque appeler ça un cosmodrame, vous savez, c'est-à-dire guérir d'un traumatisme transgénérationnel culturel. Et en fait, les Cherokees donc, ont été déportés en octobre 1838, et ils ont été déportés des Carolines, nord et sud, en Oklahoma. Oklahoma, en langue indienne, veut dire là où rien ne pousse. Et donc, si vous voulez, on les a déportés en plein hiver, et un Indien sur 4 est mort sur la route. Et donc, c'est vrai que pour la première fois de ma vie, j'ai vu des gens qui structurellement étaient différents, si vous voulez. Et ça m'avait vraiment interpellé. Je termine mes études, je reviens en France. J'avais qu'une idée, c'était de repartir aux États-Unis. Et je touche le pompon en 1978. Donc, je deviens le patron, je suis le créateur et le patron de la filiale américaine d'une multinationale française de 30 000 personnes. Alors ça aussi, c'est une aventure, parce que j'avais pas exactement le profil, mais la vie a voulu que... J'interromps un instant cette vidéo pour vous dire que votre soutien compte beaucoup pour nous.
Si vous aimez nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur le petit pouce levé qui se trouve sous la vidéo. C'est pas grand chose, mais ça nous aide à faire connaître nos contenus auprès d'un plus large public. Voilà, merci beaucoup pour votre aide et maintenant reprenons notre vidéo. Donc la première chose que j'ai fait partie d'une association culturelle amérindienne à Manhattan, hein, parce qu'il y a des Sioux, il y a des Séminoles, il y a des Cherokees, il y a des Apaches, etc., etc. Et donc, si vous voulez, j'ai été interpellé par une autre vision du monde, de la nature, de la pensée, et surtout, si vous voulez, tout ce que ces peuples ont traversé et comment ils ont pu survivre. Et c'est vrai que mon premier enseignant a été Jamaki, qui est un chaman Apache, hein. Alors les Apaches, ils étaient 400 ans en guerre contre les Blancs, quoi, hein. Et donc j'ai participé aux toutes premières cérémonies. Donc j'ai vu les tambours, j'ai vu des cérémonies payotes, j'ai vu des rituels de guérison de la terre, parce qu'ils se rendaient compte en fait que la terre était blessée, etc., etc. À l'époque, on ne parlait pas du tout de ça dans les cercles occidentaux. Eux, ils savaient déjà. Et à peu près à la même époque, j'ai rencontré un psychanalyste qui s'appelait Gregory Paxson, qui travaillait sur les vies antérieures. J'étais resté 3 ans à Columbia, j'ai passé une thèse de 3e cycle et j'ai choisi le temps, la nature du temps en mécanique quantique. C'est quoi le temps? Donc j'ai repris les travaux de Minkowski. Minkowski, c'était le professeur de mathématiques d'Einstein. Et donc en 1915, Einstein a repris les travaux de son professeur, qui avait développé la métrique spatio-temporelle et l'a intégrée dans la relativité générale. Et c'est vrai que depuis que je suis enfant, je suis fasciné par le temps. C'est quoi? Et dans une conversation avec ce Gregory Paxson, il me dit, je travaille sur les vies antérieures. J'ai dit, past lives, what's that? Des vies passées? Il dit oui, parce qu'en fait, dans les années 60, 70 et 80, la grande majorité des psys américains qui utilisaient, si vous voulez, des techniques d'hypnose étaient en fait des hypnothérapeutes. Et donc la technique avec leur patientèle, c'était aller vers la cause. Aller vers la cause du poids, aller vers la cause de l'angoisse, aller vers la cause de ceci, aller vers la cause de cela, quoi. Dans un certain nombre de cas, c'était des scénarios d'enfance qui surgissaient. Dans certains cas, des scénarios de vie intra-utérine. Donc là aussi, la vie du bébé avant la naissance, je l'ai étudié pendant 10 ans. Ça a été tout un parcours. Et puis bien sûr, le rappel à la conscience d'événements qui n'appartiennent pas au présent. Donc, est-ce que ce sont des scénarios de la psyché, des errements mentaux, des constructions, ou est-ce qu'il y a une réalité derrière? Mais à cause de cette fascination pour le temps, j'ai voulu en savoir plus, et en fait, j'ai mis le doigt dans quelque chose où tout le bonhomme allait passer. Donc j'ai commencé à travailler sur les vies antérieures en tant que physicien, donc j'ai créé tout un protocole. Comment faire, pourquoi faire comme ça et pas comme ça. Et c'est une logique de travail, comment piloter les gens, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux, est-ce qu'on peut prendre un enfant de 11 ans, oui, non, si, pourquoi, et que c'est pourquoi il faut pas prendre. Bref, si vous voulez, il y a eu tout un travail. Et puis, à la fin des années 85, j'ai commencé à avoir mes premières perceptions. Je raconte dans ce dernier livre, je marche dans la campagne, je vois un paysan et je vois une tache noire sur son ventre. Donc je lui dis, hey, bonjour, comment ça va? Vous êtes de passage dans le coin? Oui, oui. En fait, je faisais une retraite spirituelle dans l'abbaye du Bec-et-Loing, qui est à côté d'Évreux, en Normandie. Et donc, machinalement, je lui dis, comment ça va la santé? Il me dit, m'en parlez pas, j'ai un cancer du côlon et ça n'a pas l'air de s'arranger. Donc, si vous voulez, peu à peu, voilà, je ne vais pas aller trop loin, mais peu à peu, si vous voulez, j'ai commencé à comprendre que l'être humain, c'était quelque chose, c'était une structure absolument formidable, mais c'était comme un iceberg, on en voyait juste la partie visible, la partie émergée. Et puis ça a été l'époque aussi Bon, j'ai vécu 12 ans aux États-Unis, 7 ans au Brésil, ensuite avec ma femme, 7 ans. On est parti au moins une quinzaine de fois à Tahiti, on a été en Amazonie, on est amis avec un chef amazonien depuis 25 ans.
le sud-est asiatique, la médecine tibétaine, 3 ans de soufisme, 20 ans de kriya yoga, c'est-à-dire que j'ai voulu vraiment comprendre qui sommes-nous? C'est quoi la maladie? Est-ce que la guérison existe? C'est quoi la guérison? Est-ce que c'est parce que je suis incorporé par le Créateur, ce que Jésus a fait? Ou est-ce que vraiment on peut expliquer ces phénomènes et les expliquer à la lumière de l'avancement de la science? C'est-à-dire, alors je disais il y a longtemps, si un jour tous ces phénomènes spirituels seront expliqués, ce ne seront ni les psychiatres, ni les curés, ni les gourous, ce seront les physiciens qui Mmh. expliqueront. Parce que la matière, c'est de l'énergie, et l'énergie, c'est du domaine des physiciens. Je crois que c'est Einstein aussi qui avait une vision des choses similaire et qui disait que c'était, finalement, à travers la physique qu'on pouvait découvrir ce genre de choses. Oui, oui, oui. Si vous voulez, curieusement, à cause, si vous voulez, de mes longs séjours à l'étranger, parce que finalement, j'ai vécu plus de 20 ans hors de France, j'ai rencontré des légendes de la physique, des gens qui sont moins connus de ce côté-ci de l'Atlantique. Bon, Richard Feynman, s'il est connu, c'est le père de l'électrodynamique quantique. Il a eu le Nobel en 1963. Il y a eu Karl Pribram, le père du cerveau holographique. Pribram, je le connais, je l'ai rencontré. C'est des gens, si vous voulez, qui étaient arrivés au bout de la science, enfin, au bout de la science telle qu'elle était un instant T, parce que la science, elle évolue aussi. Mais à partir de ce moment-là, il commençait à se poser d'autres questions qu'un scientifique, si vous voulez, rationnel, pragmatique, ne va pas nécessairement se poser. Alors, c'est pas nécessairement un qui est meilleur que l'autre, ce sont des structures de pensée et des Mmh. systèmes de valeurs qui agissent à l'intérieur d'un individu. D'accord. Bah, c'est vrai que par rapport à votre expérience, puis à ces exemples que vous donnez, on se rend compte que, ben, la science ne se limite pas simplement, ben, au monde connu, aux choses très matérialistes et qu'en fait, c'est pas contradictoire d'aller s'intéresser à d'autres choses. Non, 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 absolument pas. Si vous voulez, il y en a un, si vous voulez, qui a fait aussi une logique fondamentale, c'est David Bohm. Mmh. Bohm, si vous voulez, il a été un condisciple d'Einstein à Princeton. Et bon, il y a une petite histoire, c'était l'époque, si vous voulez, de la chasse aux sorcières communiste, donc c'est du temps de McCarthy. Et donc, on a demandé à David Bohm de témoigner contre son directeur de thèse, qui était Robert Oppenheimer, qui était aussi une légende de la physique. Et par fidélité pour son directeur de thèse, il n'a pas voulu témoigner. Et donc, les portes des grandes universités américaines et des institutions se sont fermées. Et il est parti à Cambridge, en Angleterre, où il est devenu professeur emeritus. Mais Pribram, si vous voulez, il parlait de ce qui est visible dans l'univers et ce qui structure, enfin les structures sous-jacentes de l'univers, ce qu'on appelle faussement the vacuum, le vide quantique, qui est absolument pas vide, puisque c'est une soupe élémentaire, c'est un bouillon de cultures, de particules élémentaires qui sont agglutinées les unes dans les autres. Voyez. Et donc, on ne peut pas étudier ces particules parce qu'elles sont agglutinées, si vous voulez, comme des raisins, si vous voulez, qui s'interpénètrent dans une grappe. Mais lorsqu'elles sortent du vide quantique, lorsqu'elles décohèrent, là, le scientifique peut les utiliser séparément. Vous voyez, on peut les étudier séparément. Donc, si vous voulez, ce qu'on fait, parce que ce que j'essaie de démontrer dans la révolution de la médecine vibratoire, c'est que nous sommes des êtres hybrides. Et entre, si vous voulez, la logique, enfin le formalisme quantique, parce que là encore, si vous voulez, quand on parle du probabilisme quantique, c'est vrai qu'il y a un aspect de probabilisme et que j'ai aimé et qui m'a aidé, si vous voulez, dans ce parcours que je n'appellerais pas parallèle, mais complémentaire. Euh, C'était, vous savez, si vous voulez, dans la logique de la physique classique, on est dans une logique linéaire, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, etc. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En fait, à travers le formalisme quantique de la physique, on va dire why not? Why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
tell us, show us. Alors ça, je l'ai rencontré aux États-Unis quand je commençais à parler de corps d'énergie. Hey, that's interesting, tell us more. Hein, alors, bien sûr, hein, si vous voulez, il fallait tenir la route, quoi. Dire, bah voilà, on pense que, etc. Mais, si vous voulez, dans l'avancement de la science, nous nous rendons compte qu'il y a une partie visible et une partie vibratoire. Et donc, ça fait partie de la théorie des champs quantiques. La théorie des champs, hein, elle est née, si vous voulez, après quelques années. La physique quantique est née vraiment en 1897 avec Max Planck, quand Planck a utilisé la première fois le terme de quantum, hein, de quantité, en fait. Hein. Après, si vous voulez, on a su que ce qu'il appelait lui les quantas, c'était les photons. Hein. Les photons, c'est une particule particulière. Justement, voilà, comme vous dites, tous ces grands physiciens que vous avez cités ont compris, ont perçu que finalement la science classique fonctionnait très bien dans le monde visible, mais qu'il y avait certaines choses qui y échappaient, et notamment ce qui se passait au niveau de l'infiniment petit. Et c'est là que la physique quantique s'est développée pour expliquer ces phénomènes. Vous pouvez expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que la physique quantique, pourquoi elle va à l'encontre des règles classiques, parce que c'est assez difficile de comprendre ça quand on n'est pas physicien. Alors Florent, je peux vous poser une question tout de suite. Si je vous dis, en physique classique, vous êtes assis en face de moi. Vous allez dire, ça me paraît évident. Maintenant, en physique quantique, hein, vous êtes un ensemble de particules, mais vous pouvez être aussi bien ici qu'ailleurs. Alors, comment une particule peut être à deux endroits en même temps? Eh bien, c'est justement la bizarrerie du bestiaire quantique. Hein. Le photon, par exemple, qui est aussi bien une particule, c'est-à-dire quelque chose qui occupe un point fixe dans l'espace, et puis une onde qui, si vous voulez, comme les ondes sonores, hein, quelque chose qui se déplace. Eh bien, le photon, c'est les deux choses en même temps. Mais je le dis, je l'ai souvent expliqué, malgré les bizarreries du bestiaire quantique, il y a un formalisme mathématique extrêmement important. Mais, si vous voulez, je voudrais rembobiner un petit peu. Si vous voulez, c'est l'histoire un peu de la médecine. La médecine, si vous voulez, au Moyen-Âge, les anciennes médecines, que ce soit la médecine arabe, elle n'était pas tellement connue ou pas connue du tout. La médecine égyptienne pharaonique, elle avait disparu. La médecine tibétaine, on ne connaissait pas, la médecine chinoise encore moins, et donc il y avait, si vous voulez, des traitements, si vous voulez, qui s'articulaient aussi sur les dogmes de l'Église de l'époque, etc. Donc à partir de, on va dire, surtout 1550-1600, il y a eu une révolution de la pensée de l'époque avec Copernic qui a démontré que la Terre n'était pas plate mais elle était ronde. Alors on ne peut pas se rendre compte, mais ça a été aussi un choc dans l'inconscient collectif des gens de cette époque, hein, des érudits, des théologiens, etc. Et donc, peu à peu, si vous voulez, il y a eu la révolution industrielle avec tous les accomplissements, si vous voulez, que la science a développé. Ça a été le début des mathématiques, de l'astronomie, de la chimie, de la thermodynamique, de la médecine. On a étudié peu à peu l'être humain, le monde et l'univers sous toutes ses formes, etc., etc. Et si vous voulez, à la fin du 19e siècle, il y avait des savants qui disaient, hein, un gars qui s'appelait Simon Newcomb, maintenant, avec les progrès de la science, nous n'avons plus rien à découvrir, hein, voyez. Et en fait, il y a eu un il y a eu un pavé dans la mare avec justement Max Planck, c'est-à-dire la découverte de l'infiniment petit et de l'atome. Et si vous voulez, les règles de la physique classique ne pouvaient pas expliquer le comportement des particules à un niveau infiniment petit. Donc ça a été non pas une prolongation de la physique classique avec tous ses accomplissements, mais si vous voulez, ça a été ce qu'on appelle le quantum jump, hein, un saut quantique, si vous voulez, c'est-à-dire c'était un rameau complètement différent.
hein. Par exemple, les réacteurs peuvent être expliqués par la physique classique, mais les couleurs, elles, c'est la Mmh. physique quantique. OK. Voyez? Mmh. Et donc, c'est un peu tout ce qui s'est produit à partir de cette époque-là, c'est-à-dire qu'en dessous du visible, on va dire du macrocosme, il y avait un microcosme avec des règles, avec des mesures, etc., etc. Et donc cette physique probabiliste, hein, cette physique quantique, cette mécanique quantique, hein, elle a commencé à nous permettre de comprendre comment fonctionnait l'infiniment petit. Maintenant, dans les années 70, il y a eu la relativité restreinte 1905, il y a eu la relativité générale 1915, et puis dans les années 70, il y a eu un physicien français qui s'appelait Jean Charron, qui a développé la relativité complexe. Et donc, si vous voulez, on a commencé à soupçonner qu'il y avait un univers visible et un dedans de l'univers. Finalement, si vous voulez, la théorie des champs explique que toute chose dans l'univers génère une forme d'énergie ou génère une radiation. Alors, c'est très simple. Vous allez dans un endroit, vous aimez l'endroit, vous ne le sentez pas, vous rencontrez un groupe de personnes et sans être médium ou avoir des facultés paranormales, eh bien, vous allez sentir cette personne ou pas sentir, etc. On entre déjà dans le dedans de l'univers. Et donc, c'est l'avancement des sciences post-quantiques qui va commencer à Mmh. expliquer les phénomènes spirituels. Pourquoi je vois des choses que les autres ne voient pas? Je vais vous donner un exemple. J'ai un bon copain qui est un spécialiste en optométrie. Alors l'optométrie, c'est une science qui n'est pas reconnue en France, mais c'est un peu un mélange entre l'ophtalmo et puis l'iridologie. D'accord. Donc en Mmh. irido, si vous voulez, vous avez donc, on prend une photo de la pupille de l'œil, hein, vous avez une photo à peu près grande comme ça, et l'iridologue va donc, comme un radiologue, va faire son interprétation. Sauf qu'en en, en- avec, si vous voulez, avec cette l'optométrie, vous avez votre œil qui fait à peu près 1 mètre de diamètre, Mmh. voyez. Et un jour, mon ami qui s'appelle Pascal, hein, qui travaille du côté de Fréjus, me dit, on parlait des biophotons générés, si vous voulez, par le cœur lorsqu'on est en cohérence cardiaque. Alors là, il y aurait plein de choses à dire, mais si vous voulez, il me dit, parce que j'ai expliqué que j'ai été reçu par l'hôpital américain de Rio, par un professeur Melzer, à qui j'ai donné le son que j'ai créé, le son de restructuration neurocardiovasculaire. Et donc, ils ont fait des études, ils ont démontré que lorsque quelqu'un était en cohérence cardiaque, nos cellules qui génèrent des photons à l'état normal pour se régénérer, en fait, il y a un accroissement biophotonique. Et donc, ces biophotons, hein, ces photons biologiques, ces photons vivants, en fait, C'est des traversent la photons qui sont barrière. créés par notre propre corps, c'est ça? Mmh. Exactement. En fait, si vous voulez, c'est une radiation qui est créée par l'ADN et qui passe par Mmh. la cellule. Donc, c'est une science, hein, qui est très peu connue, qui s'appelle la biophotonique, hein, qui a été développée par un prof de fac allemand qui s'appelle Popp. Hein, donc, ces travaux ont été repris et Melzer, ce professeur de l'hôpital américain à Rio, puisqu'on a vécu 7 ans à Rio, Mmh. eh bien, il a fait le pèlerinage en Allemagne. Il a interviewé Popp, donc il a appris plein de choses. Moi, je n'ai jamais rencontré Popp, mais je connais bien ses travaux. Et donc, Melzer a démontré en fait que lorsque vous étiez en restructuration neurocardiovasculaire, vous aviez un accroissement de biophotons. Alors, je fais quelque chose de très bref, hein. Euh, Lorsque nos cellules sont fatiguées ou malades, eh bien, elles vont générer des photons comme si elles avaient besoin de communiquer entre elles. Et donc, elles vont envoyer une radiation qu'on appelle la radiation du vivant à l'intérieur de notre corps. Les biophotons passent la barrière de la peau et donc nous émettons de la lumière. Donc je me disais, mais Aspect, il explique exactement les phénomènes paranormaux, la guérison à distance, la puissance de la prière, etc., etc. C'est une fois encore, c'est pas du n'importe quoi. Nous ne sommes retenus que parce que nous croyons. Un certain nombre de cancéreux ou de malades X
se sont traînés dans les réserves Navajo et en sont sortis guéris.